Saint-Honoré en fin de semaine. Il y a une mère de famille qui a mis le feu aux vêtements de son fils de 13 ans. Ça, c'est ce qui est certain. D'ailleurs, Émilie Beaulieu, la femme de 43 ans, a été accusée cet après-midi. Oui, c'est bien ça. Un seul chef d'accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles. Ça s'est passé au palais de justice de Chicoutimi. Elle a été par la suite libérée avec promesse de comparaître le 25 août et elle devra se soumettre à des conditions de remise en liberté, notamment de ne pas entrer en contact avec la victime, donc avec son fils, de ne pas communiquer avec lui, à moins d'avis contraire de la DPJ. Je vous rappelle ce qui s'est passé samedi soir vers 19h. Il y a 5 jeunes qui jouaient autour d'une maison, dont cette dame qui était à proximité, qui remplissait un briquet avec du gaz butane. Et le gaz butane s'est retrouvé sur le dos de la victime. Par la suite, il y a eu une étincelle, le feu a commencé. Le jeune garçon s'est roulé par terre pour éteindre le feu. Il est rentré par la suite à l'intérieur. Sa mère lui a prodigué des soins et il a quitté. Donc, c'est par la suite, à peu près 5 heures plus tard, que les policiers et les ambulanciers ont été appelés pour que le jeune puisse recevoir des soins médicaux. Bon, Émilie, on comprend là, que c'est ce qui s'est passé, ça c'est certain, comme je le soulignais. Ce qui est moins sûr, ce qui est moins clair, c'est l'interprétation à donner au fil des événements. C'est bien ça. Donc, négligence criminelle. C'est en fait une accusation qui est plus grave que celle de voie de fait. C'est une accusation qui laisse sous-entendre qu'il y aurait une négligence qui aurait causé donc les lésions et les lésions importantes, notamment sur la jeune victime. Donc, il y a tout ça à étudier du côté de la justice. Les avocats sont encore très prudents sur les circonstances qui ont entouré tout ça. Je vous laisse entendre l'avocat de la défense. Au niveau de la négligence criminelle, ça prend une intention criminelle très élevée. Et ça prend de l'insouciance déréglée, téméraire, ça prend un niveau de ce qu'on appelle dans notre jargon une mens rea assez précise que le ministère public devra prouver. À défaut. Et Émilie, elle revient en cours? Le 25 août pour l'enquête sur remise en liberté. Merci, Émilie. Merci, au revoir. Au revoir. Et puis dans la région de Portneuf, des policiers aidés de bénévoles tentent désespérément, pratiquement, de retrouver une jeune femme de 19 ans qui est tombée dans la rivière Sainte-Anne samedi soir. Elle accompagnait 2 amis qui, eux, s'en sont sortis. Jean-Raphaël Drolet, vous êtes sur place. La famille de la disparue, elle s'accroche à l'espoir. Oui, exactement, parce qu'il y a une information qui est sortie hier par l'entremise des militaires de la base de Trenton qui survolaient les lieux en hélicoptère de recherche et sauvetage. Ils se sont promenés dans le secteur où je me trouve présentement. C'est une zone boisée qui est à une quinzaine de minutes à pied de la rivière Sainte-Anne où l'accident a eu lieu. L'hélicoptère avait remarqué une jeune femme qui marchait dans le secteur et quand l'hélicoptère s'est approché de cette jeune femme, elle a fui, elle a quitté immédiatement, on n'a pas pu la rencontrer. Et selon la famille, les caractéristiques physiques de cette jeune femme s'apparenteraient à celles de Julie Sirois qui est portée disparue depuis samedi soir. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a ratissé le secteur, policiers et familles qui ont ratissé les lieux pour tenter de retrouver cette jeune femme-là. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, on n'a pas retracé d'indices, on n'a aucune piste pour l'instant, mais les recherches se poursuivent. Je vous laisse entendre le père et un ami de la famille qui nous explique qu'il garde toujours espoir. Elle peut être encore vivante. Tout ça. C'était à souhaiter qu'elle soit encore vivante. Je souhaite très gros qu'elle soit vivante, qu'il la retrouve au moins vivante. Ah, on a peu pu entendre le deuxième intervenant, Jean-Raphaël. Bon, ils étaient 3. Il y avait aussi Jean-Denis Duchesne et un ami, Dave Robitaille. Comment se portent les 2 rescapés? Ben, pour ce qui est du premier, Jean-Denis, qui se trouve à être le copain de la jeune fille qui est portée disparue, on peut imaginer qu'il souffre d'un violent choc nerveux. C'est également ce jeune homme qui a été rescapé 3 heures plus tard sur les rives de la rivière Sainte-Anne, à un endroit inaccessible. Ça a pris 3 heures, donc il souffre d'hypothermie. Il a été transporté à l'hôpital et là, présentement, son état n'inspire aucune crainte, mais il a subi un violent choc nerveux. Donc, je peux vous dire qu'il y a des plongeurs qui se rendront ici dans les prochaines heures pour refaire le circuit, en fait, vérifier la rivière pour voir si on n'a pas d'autres pistes. Et les recherches, comme je vous l'ai dit, se poursuivent ici dans la forêt. Merci, Jean-Raphaël. Au revoir. Au revoir. Il faut dire que les 3, malheureusement, ne portaient pas de gilet de sauvetage. Et on parle souvent de l'importance de le porter, ce gilet-là. D'ailleurs, Karine Champagne,
Il faut quand même indiquer que personne n'est en fait obligé d'en revêtir un. Exactement. Aucune loi n'oblige le port du gilet de sauvetage. Cependant, si vous êtes 3 dans une embarcation, il faut effectivement 3 gilets de sauvetage. Alors, c'est quand même assez incongru, surtout qu'on sait l'importance de revêtir parce que le vêtement de flottaison individuelle peut définitivement sauver des vies. Alors, aujourd'hui, nous sommes allés à Oka, au parc, où c'est obligatoire de porter un gilet de sauvetage. Et on va voir les habitudes des plaisanciers. Est-ce que c'est facile de leur faire porter un gilet de sauvetage? Quelles sont les raisons pour ne pas porter de gilet de sauvetage? Un reportage complet à 18h. À plus tard, Karine. À plus tard. Essoufflante la météo ces temps-ci. Regardez ce qui s'est passé sur la côte de Beaupré, dans la région de Québec, en l'espace d'une heure hier. De violentes pluies se sont abattues sur les secteurs de l'Ange-Gardien, Beauport, Bois-Châtel, Château-Richer. Et Kathleen Frenette, devant l'ampleur des dégâts, le nettoyage, c'est quand même une grosse affaire. Ben voilà, parce que partout où on passait aujourd'hui, il y avait quelque chose de brisé, que l'on pense au trottoir de la municipalité de l'Ange-Gardien, que l'on pense à l'avenue Royale, le pavé qui a été soulevé par cette eau qui s'est infiltrée, que l'on pense également aux innombrables terrains qui se sont affaissés. C'est ça qui était très impressionnant et c'était innombrable comme dégâts. Donc partout, les gens s'affairaient à nettoyer tout ça et on comprendra que ce sont quand même de gros travaux parce que ce n'est pas tous les gens qui sont habitués de remplir des crevasses de 2 ou 3 pieds là, sur leur terrain. Alors ces gens-là étaient tous et toutes un petit peu découragés aujourd'hui et ce qu'ils souhaitent bien sûr, c'est qu'il n'y ait pas de pluie au cours des prochaines heures. On peut entendre une résidente là-dessus. Ça nous fait de la peine, quasiment. Hier soir, ça, je me serais assis comme un enfant, j'aurais pleuré, mais pas grand-chose à faire. On va regarder les dégâts, puis on va attendre de voir ce qui va se passer par la suite. Tout ce qu'on espère, c'est que la pluie cesse, là. Kathleen, est-ce qu'il y a de l'aide gouvernementale qui va venir pour ces sinistrés? Ben voilà, ça vient quand même mettre un baume sur la plaie des gens. Il y a une aide gouvernementale qui viendra, mais bien sûr, qui dit aide gouvernementale parle surtout de biens essentiels. Donc, c'est les choses essentielles, donc de première nécessité qui seront remboursées à ces gens-là. On invite bien sûr les personnes sinistrées à contacter ces assurances parce que peut-être que l'aide viendra plus rapidement de ce côté-là. Merci, Kathleen. Au revoir. Au revoir. Une nature aussi déchaînée dans la région d'Edmonton hier. Un véritable petit déluge qui n'a pas épargné le plus important centre commercial au Canada, le West Edmonton Mall. On a dû évacuer tout l'établissement. Vous voyez le travail, l'eau qui s'y était infiltrée. Il est tombé de la grêle, mais aussi de la pluie. Des résidences ont été inondées. Les couvercles de certaines bouches d'égout ont cédé sous la pression de l'eau. Dans un peu moins d'une heure, je vais rejoindre un invité du côté d'Edmonton et il va nous raconter tout ce qu'il a pu connaître là-bas. Au retour, Éric Lucas change d'arène, il achète Interbox. Et le feu met fin aux activités dans un camp de vacances des Laurentides. Ce lundi, à Sucré-Salé, Cycliste québécois Geneviève Janson. Elle n'aurait pas été retenue par l'Association cycliste canadienne à cause notamment de sa 11e place. Pas vraiment une très belle performance lors des derniers championnats canadiens. L'équipe canadienne aux Jeux d'Athènes sera composée des Québécoises Lynn Bessette, qui elle est championne nationale sur route, Manon Jutra et de l'Ontarienne Sue Palmer-Comar, mais l'association quand même, l'Association cycliste canadienne va dévoiler ses choix au cours de la semaine, va confirmer ces choix-là au cours de la semaine. Et puis le boxeur Éric Lucas porte à la rescousse du groupe Interbox qui est en faillite depuis mars dernier. Maryse Gagnon, il veut relancer Interbox en devenant l'unique propriétaire. Rien de moins, même si faut dire qu'Interbox, Richard a perdu beaucoup de son lustre, beaucoup de problèmes financiers, à tel point que la compagnie a dû se placer en mars dernier sous la loi de la protection sur les faillites. Mais tout ça n'empêche pas Éric Lucas de voir grand. Il avait le goût de gérer des affaires, de gérer ses propres affaires. Il avait le goût aussi, bien sûr, d'assurer l'avenir de la boxe au Québec, parce qu'il faut dire qu'Interbox a longtemps assuré l'avenir de la boxe au Québec, même si ça allait mal au cours des derniers mois. Donc, il s'est un petit peu fixé cet objectif. Il a fait une proposition aux créanciers qui devrait être acceptée dans les 3 prochaines semaines, mais c'est presque une formalité. Donc, tout ça pour vous dire qu'il deviendrait le seul et l'unique propriétaire d'Éric Lucas. Il nous a expliqué ses motivations cet après-midi en conférence de presse. Alors, je vous laisse entendre un extrait justement de sa conférence de presse. Interbox était bien lancé, ça a bien roulé, les boxeurs ont un de bons boxeurs. Je pense qu'il y a un bel avenir pour la boxe au Québec, il y a beaucoup de place pour la boxe. Puis
je pense que de cette manière-là, je ne laisse pas tomber la boxe, puis je continue de promouvoir ce beau soir-là, puis de pouvoir faire encore un succès avec ça. Bon, on comprend qu'il ne laisse pas tomber la boxe, Maryse. On comprend que c'est ça son avenir comme homme d'affaires, mais son avenir comme sportif, comme boxeur, est-ce qu'il en a parlé? Écoutez, bien sûr qu'on lui a posé la question parce qu'il n'a pas boxé depuis le 20 décembre dernier à Montréal contre M. Green. Il avait d'ailleurs il avait été défait. Alors, il a dit, écoutez, je suis encore en pleine réflexion. Je prends encore quelques semaines pour réfléchir à savoir si je vais revenir sur le ring ou non. Alors, on attendra bien sûr peut-être une conférence de presse dans les prochaines semaines. En attendant, c'est le chapeau d'homme d'affaires qu'Éric Lucas entend bien porter. Merci, Maryse. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis, on a eu peur, on a eu chaud ce matin à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides, un incendie qui a éclaté dans un camp de vacances très connu. Félix Séguin, on a craint d'ailleurs que ça se propage au dortoir des enfants. C'est le camp Bruchésie. Vers 9h30 ce matin, les flammes se sont déclarées dans la chapelle, une vieille chapelle construite depuis 1930 à peu près. Et vous vous doutez que ça a été assez rapide. Pourquoi? Ça a pris à peu près 7 à 8 minutes avant que les flammes ne gagnent entièrement cette chapelle. Et les dortoirs sont à quelques mètres de là. Mais heureusement, les 25 pompiers qui sont intervenus ont fait un très, très bon travail. Ils ont réussi rapidement à circonscrire les flammes, mais elles ne se sont pas propagées au dortoir. Il faut dire aussi qu'il y avait environ 250 personnes. Il y avait 200 enfants qui étaient là aujourd'hui. Et franchement, un bon travail des moniteurs du camp Bruchésie. Pourquoi? Parce qu'on a rapidement amené les enfants au bord du lac. On les a fait chanter. On leur a proposé quelques activités afin qu'ils ne soient pas trop attentifs à ce qui se passait à la chapelle, mais plutôt aux activités. Alors, tout s'est bien déroulé, mais il y avait un certain sentiment de tristesse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le camp Bruchésie existe depuis près de 70 ans maintenant, a accueilli d'abord des jeunes tuberculeux, maintenant des jeunes gens qui vont en camp de vacances simplement. Et c'est la tristesse qui se lisait sur les lèvres de voir une partie du patrimoine partir comme ça. Je vous laisse écouter le directeur de ce camp. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui s'est fait là, des soirées de moniteurs, des soirées pour les enfants, des remises de lauréats pour les meilleurs campeurs. C'était aussi notre montée d'escalade. Beaucoup, ça fait, mon cœur saigne pour ça, certainement. C'est un beau bâtiment qu'on perd, là. Mais Félix, est-ce que les activités vont se poursuivre au camp? Bon, il y a peut-être des parents qui sont inquiets à savoir si les jeunes devront quitter plus tôt ce camp de vacances. Pour l'instant, l'administration dit non. Les activités se poursuivent normalement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé toute la journée. Les jeunes qui ont pu faire du canot évacuent à leurs occupations. Alors, pour l'instant, le camp ne sera pas écourté ou encore pire annulé. Merci, Félix. Au revoir. Au revoir. Du côté de Trois-Rivières maintenant, cet après-midi, il y a eu tentative de meurtre qui a toutes les allures d'un drame conjugal. Ghislain Morissette, c'est un homme qui aurait poignardé son ex-conjoint. Oui, exactement. Écoutez, il semble que l'homme se soit présenté chez cette dame en plein milieu d'après-midi vers 14h probablement. C'était arrivé à l'appartement juste derrière moi. L'homme aurait poignardé donc son ex-conjointe et la dame aurait réussi à sortir sur la galerie et à crier à l'aide. C'est de cette façon que des voisins ont pu faire l'appel 911 et demander justement que de l'aide soit apportée à cette dame-là. La dame a une cinquantaine d'années, son ex-conjoint a environ 34 ans. Il a été arrêté moins d'une heure plus tard dans un bar situé à quelques rues plus loin. Et c'est une jeune femme qui est allée prêter main forte à la dame qui était vraiment ensanglantée, qui perdait beaucoup de sang. Elle était poignardée au thorax. Et cette jeune dame-là a demandé à sa mère, lui a crié là, de la galerie à sa mère qui est voisine de faire l'appel 911, d'appeler les ambulanciers, que la dame perdait beaucoup de sang. Je vous invite à écouter les commentaires justement de la mère de cette jeune femme qui a prêté main forte. On ne sait pas, elle est sortie, puis ma fille, elle est rentrée dans la maison. Elle dit, maman, il y a du sang partout, partout, partout. Les dentiers sont à terre, ils sont dans le sang. Elle dit, le sang baigne dans la maison. Ghislain, dans quel état est la victime? Aux dernières nouvelles, la victime serait toujours en vie, mais dans un état critique. Elle a été conduite évidemment à l'hôpital de Trois-Rivières très rapidement. Les autres informations que nous avons, c'est qu'ils ont arrêté son ex-conjoint. Et le voisinage est évidemment très surpris parce que la dame en question, d'une cinquantaine d'années, on nous dit qu'elle était très calme, que c'est une dame qu'on voyait peu, qui était vraiment une personne entre guillemets très sage dans le quartier ici. Donc les gens surpris de cette activité cet après-midi, beaucoup de policiers donc qui ont débarqué au coin de la rue ici à 2h cet après-midi pour prêter main forte à cette dame. Il y a des accusations qui seront évidemment portées contre l'ex-conjoint probablement demain avant midi. Merci, Ghislain. Au revoir. Au revoir. Et puis des bonnes nouvelles pour des proches d'un homme de Cowansville qui était disparu depuis 9 jours. Il a finalement été retrouvé sain et sauf à Toronto. Lawrence Robin Jones, qui est épileptique et diabétique, est parti sans emporter ses médicaments ni sa marchette, ce qui a beaucoup inquiété sa famille. Il semble que l'homme de 51 ans ait tout simplement décidé d'aller visiter Toronto et qu'il ne l'ait dit à personne. Naturellement, ses proches
sont soulagés de ce dénouement. Du côté de Saguenay, les recherches ont été suspendues en vue de retrouver un homme de 76 ans disparu depuis 3 jours. Les secteurs du lac des Bleuets, où Émile Boilly a été vu pour la dernière fois, ainsi que celui du lac Kenogami ont été ratissés, mais sans succès. La police attend de nouveaux indices pour relancer l'enquête. Émile Boilly est aphasique et doit prendre plusieurs médicaments chaque jour. Sa famille garde espoir de le retrouver vivant. Fantastique, ça. À partir de ce succès-là, avec Libre, ma vie n'a pas été du tout comme avant. Tout d'un coup, j'appartenais aux autres. Puis, elle écrit une chanson qui est sur toutes les lèvres. Je pense que sur ma pierre tombale, on va écrire « Angèle Arsenault, moi je mange ». Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. C'était vraiment une chanson qui a touché tout le monde. Les femmes en particulier se sentaient concernées. C'est comme si on a le droit de manger. Mais dans mon lit, moi je mange. Angèle Arsenault, ce sont une question libre. J'ai reçu mon Félix en 79, c'était pour le disque le plus vendu au Canada français. Et c'était un grand, grand moment pour moi. Merci beaucoup. Je veux remercier tous ceux qui ont participé de près et de très près et de moins près à ce disque qui, depuis 2 ans, n'arrête pas de se vendre. Je veux toute la vivre ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. C'est les enfants qui ont fait la publicité, la grosse vente de mon disque Libre. Après Libre, j'ai fait un album qui s'appelait « Il y a une étoile pour vous ». Et la chanson « Il y a une étoile pour vous » est devenue un très grand succès, mais sur un autre plan, un plan plus subtil. Il y a une étoile pour vous. Changement de répertoire et de look. Le public ne reconnaît plus la Angèle des palmarès. Ce qui était important pour moi, c'était d'évoluer. C'était de ne pas rester dans la même image, dans les mêmes chansons, de faire « moi je mange tout, moi je mange truie ». Et c'est pas évident pour le public, parce que souvent le public, il veut s'arrêter à une image qu'il a connue. Et c'est très bien, moi je le comprends, mais moi, il ne faut pas que je m'y arrête. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, mais il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. Après son album consacré à la Bolduc et une tournée à travers le Canada, Angèle chante sa chère Acadie. On porte toujours en soi un peu de son pays, et moi je n'oublie pas que je suis d'Acadie. J'ai fait la chanson Grand Prix, qui raconte l'histoire des Acadiens, qui est en train de devenir une de mes meilleures, d'après moi, là, une de mes plus recherchées. J'ai travaillé 7 ans sur la chanson Grand Prix. Grand Prix, c'est là que tout a commencé. Puis en 1996, Angèle retourne sur la terre qu'il a vu naître. Je me disais toujours que j'aimerais ça revivre là-bas, mais je croyais jamais que je le ferais. Je me disais, ma vie est au Québec, ça faisait 30 ans que j'étais au Québec. Sauf que il n'y avait plus rien qui se passait pour moi au Québec. Alors, on m'a fait un musée, la chanson d'Angèle, à mon nom, avec toutes mes choses que j'avais ramassées depuis 30-40 ans de ma vie. Alors, j'ai un petit musée là-bas. On m'a donné un doctorat honorifique à l'Université de l'Île du Prince-Édouard. On m'a nommé femme de l'année, le Club Zonta des femmes d'affaires. Là-bas, je suis comme au paradis. Angèle, vous avez l'objet en main. De qui s'agit-il? Je l'ai en main. Et il est dans les magasins. Récemment, TV5 m'a demandé d'être le reporter pour l'île du Prince-Édouard, pour une émission qui s'appelle Passeport. C'est une très belle émission. Il y a des reporters à travers le Canada. Et puis moi, bien, je fais des entrevues avec des artistes. Le vent bohème, c'est un très beau titre pour ton album. Parle-nous donc de ça. Outre sa carrière, Angèle profite de la vie. J'aime beaucoup la marche. La marche, vraiment, là, tous les jours, la marche, dans le bois. J'aime aussi écrire. J'écris 3 heures par jour minimum. J'écris non seulement des chansons, mais je suis en train d'écrire une autobiographie. J'écris des contes, j'écris des pièces. J'ai commencé à faire un exercice extraordinaire qui s'appelle la trampoline. En anglais, ils disent rebounding. Et franchement, là, je dis à tout le monde, c'est l'exercice par excellence. Il me reste encore quelque chose à accomplir. Quelques petits projets. Faire mon album anglais, et à part de ça, j'ai le projet d'être heureuse. Et puis, de trouver mon âme sœur, que j'ai pas encore trouvée. Et voilà,
C'est déjà beaucoup, non? C'est celle-ci, c'est jeudi, Angèle. C'est jeudi, ma belle.